Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans le cours de géographie des environnements. Dans cette vidéo, nous entamons le troisième chapitre du cours qui portera sur les environnements froids. Comme vous le savez, trois états de l'eau coexistent sur Terre, liquide, gazeux et solide. À pression atmosphérique, l'eau liquide peut geler lorsque sa température descend en dessous de 0 degré Celsius. Elle se transforme alors en un solide, la glace. Sa densité diminue alors, passant de 1 à 0,9. Sur Terre, les environnements froids sont donc caractérisés par la présence de glace pendant au moins une partie de l'année. Nous allons voir dans ce chapitre comment la glace, sous diverses formes, contribue à façonner les paysages des environnements froids. Vous retrouvez ici les trois ouvrages sur lesquels se base l'ensemble du cours. Dans ce chapitre en particulier, je me suis appuyé sur le livre « Les environnements froids, glaciaires et périglaciaires » de Brigitte Van Vliet-Lanoë, dont je vous recommande la lecture, même s'il s'adresse à un public plus avancé. On désigne, sous le nom de cryosphère, l'ensemble des surfaces terrestres soumises au gel pendant au moins une partie de l'année. La cryosphère inclut donc les hautes latitudes, situées au-delà du cercle polaire, une partie des latitudes moyennes, situées entre le tropique et le cercle polaire, et les chaînes de montagnes. Au total, environ 2% de l'eau présente sur Terre est gelée en permanence. Mais d'où provient donc cette glace? Premièrement, la glace peut être formée par le gel de la surface d'une étendue d'eau liquide. Si la surface de l'eau est agitée, que ce soit par le courant, dans le cas d'un cours d'eau, ou bien par la houle, en mer, le gel forme des fragments de glace circulaires à bord surélevé qu'on appelle la glace en crêpe. La glace en crêpe n'est pas une spécialité bretonne. Elle se forme fréquemment en mer, dans les hautes latitudes, et occasionnellement en hiver sous les climats tempérés, comme sur cet exemple à droite, sur la Loire, près d'Orléans. Si la surface de l'eau est calme ou suffisamment froide, le gel forme une couche de glace en surface appelée banquise. La banquise peut se former de façon intermittente ou saisonnière à la surface d'une étendue d'eau douce, comme un cours d'eau ou un lac. La banquise marine se forme à partir de moins 1,8 degrés Celsius. Les plus grandes étendues de banquise se forment dans les océans des régions polaires, l'océan Arctique dans l'hémisphère nord et l'océan Austral dans l'hémisphère sud. C'est la raison pour laquelle on les appelle aussi parfois océans glaciaux. La périphérie des océans glaciaux est occupée en hiver par une banquise saisonnière qui fond en été et regèle l'hiver suivant. Le centre des océans glaciaux est occupé toute l'année par une banquise pérenne d'une épaisseur maximale de 4 mètres. Cette carte vous montre l'étendue de la banquise de l'océan glacial arctique en hiver, à gauche, et en été, à droite, au cours de l'année 2019. L'Arctique est un océan qui a la particularité d'être presque entièrement entouré de continents. Par conséquent, en hiver, lorsque la banquise atteint son extension maximale, la navigation y est impossible, sauf pour les sous-marins. En revanche, en été, il arrive que la fonte de la banquise, saisonnière, libère pour quelques semaines 2 passages navigables permettant de traverser l'océan Arctique en passant par le détroit de Bering. Le passage du nord-est, au large de la Sibérie, et le passage du nord-ouest, qui emprunte les détroits séparant les îles de l'Arctique canadien. Le passage du nord-est permet de diminuer d'1 dixième à 1 tiers la distance à parcourir pour un navire reliant l'Europe occidentale à l'Asie orientale, par rapport à la route maritime habituelle, passant par le canal de Suez. Il permet de plus d'éviter le golfe d'Aden au large de la Somalie et le détroit de Malacca en Indonésie, qui sont les 2 régions les plus infestées de pirates au monde. Cette route commerciale stratégique est donc l'un des enjeux majeurs du contrôle de l'océan Arctique et risque de redistribuer les cartes du commerce international si elle vient à être pérennisée par la diminution de l'extension de la banquise en raison du réchauffement climatique actuel. Sur cette carte, vous pouvez voir l'étendue de la banquise de l'océan austral lors de l'été 2020 à gauche et lors de l'hiver 2019 à droite. À la différence de l'océan Arctique, l'océan austral est ouvert et entoure le continent antarctique. En hiver, la banquise interdit donc l'accès à la majeure partie du continent par voie maritime. Des surfaces d'eau libre appelées polynies peuvent se former au milieu de la banquise, soit par une fonte locale de la banquise, suite à une remontée d'eau chaude du fond de l'océan, soit par le déplacement de la banquise vers le large sous la poussée du vent. Elle représente de précieux accès à l'air libre, non seulement pour les mammifères marins, mais aussi pour les sous-marins si la banquise est trop épaisse pour être brisée.
La banquise a toujours représenté un défi pour la navigation polaire, puisqu'elle menace d'emprisonner et de disloquer les navires qui s'y aventurent. En février 1838, les 2 navires de l'expédition du contre-amiral Dumont d'Urville, lancés à la recherche du continent antarctique, l'Astrolabe et la Zélée, restèrent prisonniers de la banquise quelques jours en plein été austral avant que les équipages parviennent à ouvrir un passage d'eau libre à la pioche. Cet épisode de l'exploration de l'océan austral est illustré par ce tableau, réalisé par le peintre de l'expédition, que vous pouvez admirer au musée de Dieppe. L'expédition de Dumont d'Urville dut ensuite mettre le cap au nord pour échapper à la banquise, et ne découvrit la terre Adélie que 2 ans plus tard, le 21 janvier 1840. Quelques années plus tard, l'expédition britannique dirigée par John Franklin, lancée dans l'océan Arctique à la recherche du passage du Nord-Ouest, connaîtra un destin plus tragique. En septembre 1846, la banquise se referme sur les 2 navires de l'expédition, l'Erebus et le Terror, qui resteront prisonniers de la glace pendant plus d'1 an. La totalité des équipages trouvera la mort et les navires finiront par être disloqués par la banquise avant de couler au fond de l'océan. En 2018, la série télévisée The Terror a livré une reconstitution romancée mais soignée des derniers mois de l'expédition, dont je vous recommande le visionnage si vous souhaitez vous faire une idée de la dureté des premières expéditions polaires scientifiques. Le développement de la navigation à vapeur voit l'apparition au cours de la seconde moitié du XIXe siècle de navires dotés de moyens de propulsion suffisamment puissants pour écarter ou briser les blocs de glace, grâce à une coque renforcée et à une étrave de forme spéciale leur permettant de chevaucher et de briser la banquise. Ce sont les brise-glaces. Les brise-glaces ont une fonction commerciale ou scientifique. Voici 2 exemples de brise-glaces de recherche scientifique, naviguant tous 2 dans l'océan austral. Le brise-glace français Astrolabe, à gauche, baptisé en hommage aux 3 mâts de l'expédition de Dumont d'Urville, et le brise-glace américain Lawrence M. Gould, à droite. S'ils sont peints en orange, c'est afin de les repérer plus facilement au milieu de la banquise. Juste devant le Lawrence M. Gould, voici un autre brise-glace à quai dans le port de Punta Arenas en Patagonie chilienne, l'Esperanza, de Greenpeace. À la surface des continents, l'eau contenue dans le sol gèle en dessous de 0 degré Celsius. Le gel du sol peut être intermittent, c'est-à-dire uniquement pendant les jours les plus froids de l'année. C'est le cas en Europe occidentale en hiver. Il peut être saisonnier, c'est-à-dire qu'il gèle en hiver et dégèle en été 1 fois par an. C'est le cas dans les régions de moyenne latitude, soumises à un climat continental. Si les températures du sol sont négatives tout au long de l'année, le sol est gelé de façon pérenne. On l'appelle alors pergélisol, que vous connaissez peut-être également sous son nom en anglais, le permafrost. Les modelés façonnés par les processus de gel et de dégel du sol sont appelés modelés périglaciaires. Le pergélisol abrite 1% de la glace présente sur Terre. Il recouvre 24% des terres émergées de l'hémisphère nord. Il est absent de l'hémisphère sud, à l'exception de l'Antarctique et des hautes chaînes de montagnes. Comme vous le voyez sur cette carte, le pergélisol est présent de manière isolée, à discontinu dans les chaînes de montagnes, et de manière continue dans les hautes latitudes, représentées ici en bleu, principalement en Sibérie, en Alaska et dans l'Arctique canadien. À sa limite méridionale, le pergélisol est à environ 20 mètres d'épaisseur. Son épaisseur augmente dans les hautes latitudes pour atteindre jusqu'à 1600 mètres en Iakoussie, en Sibérie. À la surface du pergélisol, on trouve une couche de sol qui gèle et dégèle 1 fois par an, appelée couche active. En été, l'eau de fonte provenant du dégel de la couche active remplit les fentes de contraction thermique du sol générées par le froid. En regelant en hiver, l'eau se transforme en glace. Sa densité diminue, son volume augmente d'environ 1/10. La glace élargit donc la fente. Année après année, l'accumulation de glace forme des coins de glace pérennes atteignant plusieurs mètres de profondeur. Vous en voyez à droite un exemple en coupe provenant de l'île Liakovsky en Sibérie. Les coins de glace génèrent en surface des réseaux de crevasses polygonaux, décamétriques. En été,
Le dégel de la couche active forme des mares temporaires dans les crevasses ou bien dans les dépressions interstitielles, comme vous pouvez le voir à droite sur l'île de Port-au-Prince dans l'Arctique canadien. Après la disparition du pergélisol, la forme du coin de glace peut être préservée par un remplissage sédimentaire. En voici deux exemples vus en coupe qui témoignent de la présence d'un ancien pergélisol lors de la dernière glaciation, dans le nord de la France à gauche et en Patagonie chilienne à droite. Lorsqu'une lentille de glace s'accumule en surface du pergélisol, elle forme une butte ou une petite colline appelée pingo. Sur cette photo aérienne de Pingo prise dans l'Arctique canadien, vous pouvez voir la glace affleurer sous la surface du sol. La fonte du pergélisol, due à un réchauffement climatique, entraîne la liquéfaction du sol, ce qui forme des dépressions dites thermokarstiques qui peuvent être occupées par des lacs. Les surfaces dégelées entourées de pergélisol sont alors appelées taliques. La majeure partie de la glace présente sur Terre provient des précipitations. Le gel des gouttelettes d'eau qui composent les nuages forme des flocons de neige composés de cristaux de glace microscopiques. L'accumulation de neige à la surface du sol forme le manteau neigeux. Le manteau neigeux emprisonne une grande quantité d'air entre les flocons de neige. Il a donc une densité très faible d'environ 0,1. Les plaines de moyennes et hautes latitudes sont couvertes d'un manteau neigeux intermittent, comme c'est le cas en France par exemple, à saisonnier, comme vous pouvez le voir sur la carte à droite. En montagne, le manteau neigeux est intermittent à pérenne en fonction de l'altitude. Voici le manteau neigeux du stratovolcan Nevado dans la cordillère des Andes au Chili, au printemps. Vous apercevez 3 cratères en bas à gauche de la photo. C'est un manteau neigeux saisonnier, la majeure partie fondant en été. Au-dessus d'une certaine altitude, l'accumulation de neige par les précipitations neigeuses est supérieure à la fonte saisonnière du manteau neigeux. Cette partie de la montagne reste donc enneigée toute l'année. Elle est appelée l'étage nival. L'altitude de l'étage nival dépend principalement de la latitude et du climat régional. Plus les latitudes sont basses, plus l'altitude de l'étage nival est élevée, et inversement. Dans les Alpes, à environ 46 degrés de latitude nord, la base de l'étage nival se situe à environ 3000 mètres d'altitude. C'est pour cela qu'au-delà de cette altitude, les sommets restent enneigés toute l'année, comme le Mont Blanc ci-dessous. Dans la cordillère des Andes, à environ 32,5 degrés de latitude sud, la base de l'étage nival se situe à environ 6000 mètres d'altitude. Seuls les plus hauts sommets comme l'Aconcagua, en Argentine, le point culminant des Andes, et plus hauts sommets hors d'Asie, restent enneigés toute l'année. L'orientation des versants influence également l'altitude de l'étage nival. C'est très simple à comprendre. Si vous souhaitez acquérir une maison avec une terrasse, vous faites attention à l'orientation de la terrasse parce que vous voulez qu'elle soit exposée au soleil. Vous allez donc rechercher une terrasse exposée au sud. Pourquoi au sud? Eh bien parce qu'au nord du tropique du Cancer, le soleil se trouve au sud dans le ciel toute l'année. Le versant sud d'une montagne reçoit donc les rayons de soleil avec un angle d'incidence élevé, proche de 90 degrés. Ce versant exposé au soleil est appelé l'adret. Inversement, le versant nord reçoit les rayons du soleil avec un angle d'incidence plus faible. Ce versant ombragé est appelé l'ubac. Dans l'hémisphère nord, le versant sud reçoit donc plus de chaleur par unité de surface que le versant nord. Dans l'hémisphère sud, au sud du tropique du Capricorne, à l'inverse, l'adret est le versant nord et l'ubac le versant sud. L'adret étant plus chaud que l'ubac, le manteau neigeux fond donc plus vite sur l'adret que sur l'ubac. La base de l'étage nival est donc située à une plus haute altitude sur l'adret que sur l'ubac. Cette photo aérienne illustre la différence d'enneigement entre l'adret et l'ubac dans le sud de la cordillère des Andes au Chili. Sous l'effet de la compaction et du regel de la neige fondue dans les interstices, la densité du manteau neigeux augmente au fil du temps jusqu'à former un névé d'une densité de 0,5.
Si le névé est pérenne, c'est-à-dire qu'il survit à une saison de fonte, la compaction et le regel se poursuivent sous l'effet de l'accumulation de neige, jusqu'à former de la glace compacte d'une densité de 0,9. En raison de la contrainte verticale exercée par son propre poids, la glace finit par se déformer à l'état solide afin de s'écouler dans le sens de la pente. C'est ce que l'on appelle le fluage. Elle forme alors un glacier. En aval du glacier, la glace est évacuée par la fonte ou par la fragmentation du front glaciaire. C'est ce que l'on appelle l'ablation. Le glacier peut donc être divisé en deux zones. Une zone d'accumulation, située en amont, où l'accumulation de glace est supérieure à l'ablation, et une zone d'ablation en aval, où l'ablation est supérieure à l'accumulation. Les deux zones sont séparées par une ligne d'équilibre, à laquelle l'accumulation est en équilibre avec l'ablation, qui correspond à la base de l'étage nival. L'évolution du glacier dépend donc du bilan accumulation versus ablation. Si le bilan à l'échelle du glacier est positif, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année l'accumulation a été supérieure à l'ablation, alors le volume de glace augmente, l'altitude de la ligne d'équilibre diminue et le glacier avance. Inversement, si le bilan à l'échelle du glacier est négatif, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année l'ablation a été supérieure à l'accumulation, alors le volume de glace diminue, l'altitude de la ligne d'équilibre augmente et le glacier recule. La distribution globale des glaciers est donc contrainte par les conditions nécessaires à leur formation, c'est-à-dire la présence d'altitude et de précipitations suffisantes pour accumuler de la glace sous des latitudes données. Le mode d'écoulement du glacier dépend de son régime thermique. Si la température à la base du glacier est inférieure à la température de fusion de la glace sous pression, alors le glacier est dit à base froide. La glace flue alors sur un pergélisol. La vitesse d'écoulement est relativement lente, en moyenne de l'ordre de quelques mètres par an. La plupart des glaciers à base froide se rencontrent dans les régions polaires et à très haute altitude. Si une ou plusieurs couches de glace à l'intérieur du glacier atteignent la température de fusion de la glace sous pression, alors le glacier est dit polythermique. Enfin, si la base du glacier atteint la température de fusion de la glace sous pression, on parle de glacier à base tempérée. L'eau provenant de la fonte de la glace lubrifie la base du glacier, lui permettant ainsi de glisser sur le substrat. La vitesse d'écoulement est donc généralement plus élevée que celle d'un glacier à base froide et peut atteindre quelques dizaines de mètres à 7 km par an. La plupart des glaciers de moyenne latitude sont des glaciers tempérés. Les glaciers représentent le principal réservoir de glace et d'eau douce sur Terre, abritant 99% des réserves de glace et 69% des réserves d'eau douce de la planète. Les glaciers se singularisent des autres réservoirs de glace par leur écoulement. Nous allons voir que cette propriété fait des glaciers un agent majeur de façonnement du relief dans les environnements froids. En raison de leur sensibilité aux variations de température et de précipitation, et des formes qu'ils laissent dans le paysage, les glaciers sont des témoins privilégiés des variations climatiques anciennes et actuelles.